Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. On est très heureux de vous retrouver dans cet épisode un peu particulier parce qu'il s'agit du premier épisode d'une nouvelle série qui s'intitule Rookie of the Years. L'idée étant de vous faire découvrir année par année qui sont les rookies de la saison et leur parcours. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'inaugurer cette série avec Cyril. Salut Cyril. Salut Ophélie, comment ça va ? Ça va. La trêve hivernale commence à être longue, là il va falloir reprendre, mais ça va. Bah ouais, il faut reprendre, hein. Il y en a qui ont déjà repris, mais le Superbike a déjà repris. Donc, ouais. Bon, on va essayer de démarrer ce nouveau format. On va essayer de voir ce que ça donne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors l'idée, c'est du coup de prendre les rookies de chaque année depuis les années 2000, donc 23 ans en arrière, et de présenter rapidement qui ils sont et leur parcours, l'année de leur année de rookie et surtout la suite de leur carrière. Dans les grandes lignes, évidemment, on fera pas des pages Wikipédia des pilotes, mais l'idée c'est de parler un peu des pilotes dont on n'entend plus forcément parler ou alors qui sont devenus des cracks du MotoGP à l'heure actuelle. Ouais, l'idée c'est ça, c'est vraiment de reprendre les pilotes qui arrivent, savoir ce qu'ils ont fait déjà leur première année et puis aussi la trajectoire qu'ils peuvent prendre parce que certains vont rester assez peu d'années en catégorie reine et puis d'autres vont y rester un petit peu plus longtemps, vont prendre des titres et puis surtout vont se reconvertir. On le verra surtout dans cet épisode-là. Puis l'idée c'est ça aussi quoi. Ce qui est sympa c'est de voir qu'une année comme je crois que c'est Quartararo, Mir et Bagnaia quand ils montent en MotoGP c'est la même année et les trois vont prendre un titre. Je trouve que c'est assez marrant de voir. Et si je te dis pas de bêtises, cette année-là, d'ailleurs, c'est l'année où Oliveira est monté aussi. Donc c'est pas une année trop dégueu. C'est pas une année de Charlot, ouais. Bon, il y en a un qui a pas de titre. Hein. Ouais, mais bon, il y a du potentiel. Ouais, mais du coup, on va commencer en revenant 23 ans en arrière pour parler de l'année 2000 avec ce premier épisode. L'année 2000, comme Pierre s'est fait un plaisir de nous le dire, c'est une année bissextile où on échappe aux bugs de l'an 2000, où on a un des plus gros titres de ces 23 dernières années qui est sorti, qui est le son d'Alizé qui s'appelle Moi Lolita. Qu'on retrouvera sûrement bientôt chez Médisca Moi. Si vous connaissez pas ce podcast, je vous le conseille. Il a changé de nom, je te rassure. Et c'est aussi une année où au niveau de la culture on se retrouve avec des films comme Gladiator, Taxi 2 qui sortent en salle ou encore des choses un peu plus random dans la société avec la mise en place des 35 heures ou la victoire de la France à l'Euro 2000 face à l'Italie ou encore le crash du Concorde à Gonesse. Pas des petits événements pour cette année-là, mais non. Surtout, côté MotoGP, c'est l'année qui marque le titre de Kenny Robert Jr. C'est une année aussi qu'on retrouvera avec une saison à 16 courses et c'est surtout l'avant-dernière saison en 500 avant la catégorie MotoGP en 2002. Ouais, j'aurais juste une petite question parce que justement en 2000, c'est toi qui as fait les recherches et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de classement particulier des rookies. Mais par contre, je pense que tu as cherché quelles sont les conditions pour être considéré comme rookie. Ouais, et j'ai pas trouvé. Alors, en fait, il s'avère que c'est pas si question, vieux. Non, mais en vrai, tu peux la laisser. C'est intéressant à chercher parce que il s'avère que c'est pas si vieux que ça. Tout ce qui est enregistrement numérique des classements, des points, etc. Donc des fois, c'était fait un peu à la va-vite. Et de 2000 à 2005-2006, je dois t'avouer que pendant mes recherches, j'ai bien galéré à trouver qui étaient les rookies de l'année parce que tu te retrouves avec des classements avec des mecs qui ont marqué un point, mais en fait le mec, il est venu faire une wildcard, il a marqué un point, mais il est pas rookie parce qu'il était pas là sur le reste de la saison. Donc c'était un peu compliqué de trouver. Au final, on a une petite liste qu'on va vous présenter après, mais ouais, c'est assez flou entre 2000 et 2006 pour savoir qui sont réellement les rookies parce que même tu n'as pas de classement réel qui s'appelle comme on a maintenant le classement des rookies de l'année. Ouais. Donc voilà. Je te laisse démarrer alors.
Yes. Parce que 2000, ça a été une année assez importante. Ouais, donc comme je disais, l'année 2000, c'est l'année qui marque le titre de Kenny Robert Jr., mais c'est surtout l'année qui marque l'arrivée d'un des plus grands de notre sport. Et je parle pas des frères Espargaro, je parle évidemment de Valentino Rossi. Donc vous l'aurez compris, c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Mais Rossi, il était aussi accompagné de 3 petits potes parmi les rookies, certains qu'on connaît plutôt pas mal, dont Loris Capirossi, mais aussi d'autres dont on aura un peu moins entendu parler en MotoGP, et parfois plus du tout, avec Yoshiteru Konoshi et Sébastien Le Grel. Cyril, est-ce que tu veux commencer par nous parler de celui dont on aura, pour moi, un peu moins entendu parler et qui est un peu le moins connu des 4, avec Yoshiteru Konoshi? Alors, c'est un pilote japonais qui a 31 ans en 2000 quand il arrive en GP. Donc, c'est déjà un pilote qui est sur la fin de carrière en vitesse. Alors, il signe chez TSR et ne fera qu'une saison en mondial MotoGP. Il prendra 14 départs, termine 19e au championnat, jamais au-dessus de la 13e place, avec 8 résultats blancs, 16 points au total. Mais ouais, une année de rookie qui restera, on va dire, la seule année en MotoGP pour lui. Ouais, c'est assez flou sa carrière le concernant avant, et en plus ce que me disait gentiment Thomas Morcellino, c'est que le problème avec les pilotes japonais, c'est qu'il y a beaucoup d'homonymes et que parfois tu peux te retrouver avec des mecs qui ont le même nom, et du coup les infos sont pas forcément très claires. Puis surtout, comme je disais tout à l'heure, les années 2000, vraiment en termes d'archives, faut s'accrocher. Konoshi, il a une page Wikipédia en italien et ça s'arrête là. Mais il va participer après au championnat japonais en Superstock 600 et Superbike, et il sera par contre sacré 3 fois champion en 600, donc 2003, 2007, 2008, et il terminera à la 3e place des 8 heures Suzuka en 2008 sur Honda. Donc il est resté dans le circuit moto plutôt en restant au Japon, quoi. Ouais, puis c'est plutôt pas mal, il s'est quand même pris des titres au passage après son petit passage en MotoGP. Mais pour le coup, moi c'est vraiment inconnu aux batailles en ce pilote, jusqu'à que je te fasse les recherches pour cet épisode. Tu nous parles d'un pilote belge ? Ouais, donc un peu moins loin de chez nous. Je vais vous parler de Sébastien Le Grel. Sébastien Le Grel, comme tu le disais, c'est un pilote belge. Il avait 26 ans en 2000 quand il arrive en MotoGP. Et en l'occurrence, même pas en MotoGP, en 500. On disait pas encore MotoGP à l'époque. Le Grel, il a commencé les sports méca par le motocross. Puis il s'est lancé en compétition de vitesse en 95, donc il avait une petite carrière derrière lui quand même. Et il aura un succès assez important en Belgique où il accumule les titres de champion et vice-champion dans les catégories type 600, 700, 750 et super sport. Et il a surtout pas fait de passage en petite catégorie. C'était assez souvent le cas en fait pour les pilotes à cette époque qui arrivaient en 500. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait de passage en 125 et en 250. Et lors de son arrivée dans la catégorie des rookies en 500, il roule pour Honda. Et au final, il aura fait seulement 8 courses et il terminera 20e. Il est toujours très loin du top 10, donc c'est pas forcément une catégorie qui lui réussit, puisqu'il sera régulièrement à la 18e place. Et sur ces 8 courses, il aurait réussi à récolter seulement 7 points. Je rebondis sur ce que tu demandais tout à l'heure, sur comment on identifier un rookie sur la saison maintenant. Pour que quelqu'un soit considéré comme rookie, il faut rouler au moins 6 courses. C'est pour ça que je l'ai considéré comme un rookie, parce que même s'il a pas fait la saison entière, il a quand même marqué des points, il a fait quelques petits trucs, donc et il a fait plus de 6 courses, donc je me suis dit que c'était intéressant de parler de lui. Surtout qu'au final, il est pas resté sans rien faire derrière, puisque il est reparti en super sport en Belgique, où il est beaucoup plus doué qu'en catégorie 500 sans l'offenser, puisqu'il termine vice-champion en 2001, puis champion en 2002-2003 du super sport, et il sera également vice-champion en international. Alors des catégories d'où c'est un petit peu comme le FSBK pour nous. Si t'es pas dans le coin de la Belgique, je pense que tu les connais pas forcément, puisqu'il sera vice-champion en international BMW Boxer Cup et champion Yamaha Cup R6 Pro, donc des noms à rallonge, on adore. Et surtout, des championnats monomarques. C'est ça. Après, en fait, ils étaient avant-gardistes sur les championnats Ducati qu'on a en ce moment. C'est ça.
Et surtout, il a fait des trucs pas mal puisqu'il a accumulé les titres dans différentes catégories entre 2001 et 2009, assez loin du mondial, mais c'est un pilote, quand tu lis ses déclarations, qui dit qu'il aime rouler de toute façon, puisqu'en 2005 et 2006, il a été vice-champion dans des catégories comme le Super Stock 1000 et d'autres catégories, une catégorie qui s'appelle BMW Power Cup. Et surtout, un peu plus prestigieux, je pense, c'est qu'en 2007 et 2008, il a été champion de Belgique Super Sport. Et en 2009, c'était son année parce qu'il était champion de Belgique Superbike, Super Sport 600 et vice-champion de Belgique Endurance. Il était tout seul, donc, je pense qu'il a roulé tout seul. Ça, il y avait, je savais pas qu'il y avait un Superbike belge, honnêtement. Et je l'ai découvert aussi en faisant ces petites recherches. Et petit fact intéressant sur Le Grêle, c'est que après lui, il aura fallu attendre Xavier Siméon en 2018 pour qu'un Belge marque des points. Donc c'était une longue période d'errance pour les Belges dans les catégories moto. Puis on n'a pas mis beaucoup Siméon des points. Non, c'est clair. Mais il a eu le mérite d'en mettre. Mais on en parlera justement l'épisode. On traitera les rookies de 2018. On verra bien. Ouais, après, dans les 2000, on a quand même un pays qui est pas en reste sur les rookies. Du coup, c'est l'Italie. Avec Loris Capirossi. Je te laisse le plaisir de parler de ce pilote qui, lui, a eu une carrière un peu plus longue que les deux autres. Ouais, bah oui. Puis Ultra Bright, moi j'aime bien l'appeler parce qu'il est toujours en train de sourire et toujours. Oui, il est agréable à voir, même dans ses déclarations. Toujours avenant, ouais. Donc il arrive en MotoGP à 27 ans en 2020, donc c'est pas vraiment un rookie mais un transfuge de la 2,5. Alors en 125, il a déjà pris 2 titres en 90 et 91, 8 victoires et 20 podiums, et il a roulé déjà en 500 en 95 et 96. Et il était redescendu en 2,5 pour prendre le titre en 98 avec 12 victoires et 37 podiums. Par contre, c'est sur le total carrière, les 37 podiums, c'est pas en une saison. Alors, l'année de rookie, il est chez Honda et il termine 7e du championnat, ce qui est quand même, pour un rookie, vraiment pas dégueulasse. Seulement 3 DNF sur l'année, donc c'est plutôt bien. Et seulement 2 fois hors du top 10, donc 154 points au total. Donc c'est une saison de rookie qui est quand même très satisfaisante, j'aurais tendance à dire, puisque c'est... Quand t'es 7e au général pour ta première saison, c'est que t'es au niveau, quoi. C'est que t'es à ta place. Ouais, c'est clair. On va parler donc de la suite de sa carrière. Donc en 2003, il signe chez Ducati, chez qui il décroche une victoire et termine 4e du championnat. En 2006, 3 victoires en Espagne et 2 deuxièmes places. Il était en tête du championnat après sa victoire en Espagne, mais une chute avec d'autres pilotes en Catalogne lui fait perdre beaucoup de points. En 2007, il est coéquipier de Stoner. En 2008, il est chez Suzuki cette année-là et il égale le record d'Alex Barros sur le nombre de départs en championnat de vitesse à ce moment-là. Donc, par contre, il y a eu très peu d'investissement de Suzuki et il va donc partir chez Pramac en 2009. À l'époque, les motos, elles étaient vertes et donc c'est une Ducati. C'était déjà, par contre, des Ducati satellites. En 2011, donc, il annonce sa retraite après 22 saisons en championnat et il le fera en rendant hommage à Simoncelli en portant le numéro 58 à Valence. Donc, il n'a jamais été titré en 500 ou en MotoGP. 7 victoires en GP, 2 victoires en 500 et 26 podiums en GP, 16 podiums en 500 et il est actuellement à la direction de course. Donc, il est toujours les week-ends sur le paddock. Alors, de temps en temps, on le voit quand même. Est-ce que tu as souvenir de lui? Moi, c'est vraiment... tu vois, 2000, j'avais 5 ans. Donc, en fait, je me souviens de lui quand je regardais les courses avec mon père quand j'étais gamine, mais je me souviens pas de l'avoir vu briller vraiment pendant sa carrière. Je me souviens d'une course que tu peux retrouver sur YouTube d'ailleurs, qui était en 2003 et si je dis pas de bêtises, c'était à Estoril où il s'était battu avec Giberno. Pour le podium. Et en fait, il avait fini 4e. C'est Rossi qui avait gagné évidemment cette année-là. Bah, oui. Mais toi, je me souviens de quelques petites bagarres comme ça, mais c'est assez lointain de son début de carrière. Après, un peu plus la suite parce que j'étais plus âgée et que du coup forcément tu te souviens mieux. Du coup, Capirossi maintenant c'est vraiment le mec que tu vois passer dans les paddocks et dans sa petite voiture de sécurité quand il pleut pour s'assurer qu'on peut rouler. Mais surtout pour moi c'est le pote de Rossi quoi. C'est
si t'as des reportages sur Rossi, il y a des gens qui viennent témoigner, c'est lui, quoi. Donc c'est la bonne tête que tu vois encore dans les paddocks. Et surtout pour moi c'est cool de le voir encore dans le coin parce que c'est un des rares dont on peut encore parler entre guillemets, qui est encore actif même s'il roule plus et qui a roulé dans les deux catégories, qui a connu les 500 et qui a connu les GP. Parce que quand tu regardes bien maintenant, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait plus que Rossi qui avait connu ça, quoi. Et oui, Capirossi, moi j'ai souvenir, alors je sais plus quelle année et ni sur quel GP, mais je me rappelle d'une fois où il était effectivement sur le podium avec Rossi et pendant l'hymne italien, puisque Rossi avait gagné, bah Rossi il continuait à faire le con et tout, et Capirossi était à côté à lui dire ouais dis donc c'est l'hymne, donc tu un peu de respect gamin, et je trouve que c'était des images toujours assez toujours sympa. Et moi j'ai surtout souvenir de lui donc en tant que directeur, enfin, il n'est pas directeur de course, il est membre de la commission. Et souvent quand il y avait des nouvelles motos qui arrivaient sur le paddock, on le voyait enfiler la combi, donc avec le petit bidon de quarantenaire, on le voyait enfiler la combi pour aller faire quelques tours avec les nouvelles motos qui arrivaient. Je l'ai vu sur KTM. Je crois qu'il avait fait des tours. Il avait fait des tours sur la Suzuki et l'Aprilia aussi quand elles sont arrivées. Alors j'ai plus en tête exactement quand. C'était forcément pendant les tests hivernaux, mais de mémoire c'était quelque chose qu'il faisait de manière assez régulière. Donc je trouve que c'était assez cool de voir un membre entre guillemets du board tâter de la moto, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis en plus de ça, c'est un truc qu'ils font de moins en moins. Au final, d'aller tester d'aller tester les motos comme ça de manière publique. S'ils le font, on n'est pas forcément au courant de ces trucs-là. Et du coup, pour moi, c'est un peu le vieux de la vieille qui a connu la belle époque de la moto, quoi. Enfin, moi, j'ai un peu cette vision-là de lui sur ce personnage, et comme tu le disais, il a rendu, enfin moi c'est vraiment, je pense, au-delà ce qu'il fait sur la direction de course, la dernière vraie image, si tu me parles de Capirossi, que j'ai de lui, c'est vraiment l'hommage qu'il a rendu à Simoncelli en 2011, parce que c'était émouvant, et pour moi ça marque aussi même s'ils étaient beaucoup à le faire, enfin c'était 2011 pour moi, c'est des souvenirs où vraiment je me suis dit mais putain, c'était compliqué cette fin de saison. Mais enfin c'est l'italien, c'est ses potes, enfin Capirossi, Rossi, Simoncelli, c'était enfin je sais pas, c'était un peu le clan italien que tu voyais dans les paddocks. Donc pour moi c'est un souvenir qui reste, et je trouvais ça assez symbolique qu'il prenne sa retraite à ce moment-là, en plus en lui rendant hommage. On a beaucoup parlé de l'éléphant dans la pièce. Je te laisse parler du rookie qui a flambé en 2000. Et pas qu'un peu. Un petit rookie, il est pas, ça va. On reste du côté de l'Italie avec le seul, l'unique, promis, je parlerai de la même façon de Marc Marquez, le seul, l'unique Valentino Rossi. Ça m'étonnerait. Rossi qui avait 21 ans en 2000, et pour moi c'était galère quand les commentateurs, quand tes gamines te parlent de Capirossi et Rossi, j'avais un peu de mal à faire la différence à l'époque. Heureusement qu'il s'est démarqué. Donc Valentino Rossi, il arrive en 2000 dans la catégorie Rennes. Il a surtout été titré en 125 en 97 et titré en 250 en 99, avec en tout 14 victoires en 250, 12 en 125 et surtout 21 podiums en 250 et 15 en 125. Pour la petite anecdote, faut quand même savoir que Rossi, c'était le pilote qui disait toujours, et qui a toujours dit jusqu'à la fin de sa carrière, on ne passe pas dans une catégorie supérieure sans avoir remporté de titre. Bon, maintenant ça devient un peu plus compliqué de le faire vu comment ça a grandi le paddock, mais c'est ce qui lui a permis de remporter des titres dans les petites catégories. Et du coup, en 2000, il signe avec Honda et deviendra le coéquipier de personne, puisqu'il sera seul dans son team. Il fera un début de saison assez difficile, puisqu'il fera 2 chutes et une 11e place dès le début, mais il montera sur le podium les 2 courses suivantes pour finir 3e. Et on attendra la mi-championnat et la course de Donington pour décrocher sa première victoire. Donc
ça va, il a pas trop traîné quand même quand tu sais que la saison fait 16 courses pour remporter sa victoire. Et surtout, ouais. Ça fait 8 courses, quoi. Ça va, il a eu le temps de s'adapter. C'est une adaptation éclair. Et surtout, du coup, il terminera vice-champion avec 2 victoires, dont une au Brésil, qui est assez connue dans le début de sa carrière, derrière Kenny Robert Jr. Et il a surtout fini 3 fois à la 2e place et 5 fois à la 3e place. Donc, ça donnait déjà une idée du personnage qu'on allait avoir. Et surtout, pour un rookie, il sera hors du top 10 que 2 fois, et ça sera au Japon et en Italie. Alors, c'est un peu dommage, c'est à domicile, mais... Donc 2000, au-delà du fait que Rossi remporte la 2e place au général et montre à tout le monde qu'il allait être là pour les 20 prochaines années à écraser tout le monde, c'est aussi une année où il a fait des belles rencontres, dont Jérémy Burgess, qui est l'ancien chef mécano de Mick Doohan et qui restera le sien jusqu'à 2013. Donc une bonne collaboration et qui a été couronnée de succès quand on connaît le palmarès de Rossi. Parce que la suite de la carrière de Rossi, c'est pas une petite carrière, c'est 7 titres en MotoGP, donc 9 titres au total. On attend toujours le 10e, mais je crois que c'est un peu foutu. C'est mort. Il a quand même cumulé 89 victoires en MotoGP, donc ça fait 115 au total, avec 199 podiums, soit 235, rien que ça. Et à la suite de l'année 2000, il domine clairement la catégorie chez Honda, puis se casse et part en 2004 chez Yamaha, où il triomphe dès le début de la saison en Afrique du Sud. Et ensuite, il enchaîne les titres, puisqu'il marquera il gagnera la première place du championnat de 2001 à 2005 et de 2008 à 2009. Et après sa dernière victoire en 2009, faudra attendre 2022 pour voir un pilote italien gagner le titre de champion du monde avec Pecco Bagnaia, qu'on a eu le plaisir de voir être sacré l'année dernière. Et ensuite, Rossi, c'est 2014, 2015, 2016 où il finit 2e du championnat derrière des pilotes comme Marquez et Lorenzo. Donc en termes de points et de palmarès, on est plutôt pas mal. Et c'est surtout des années où il aura fait parler de lui, parce que l'année 2015, on reviendra pas dessus, mais c'est l'année de tous les débats dans le milieu MotoGP et auprès de tous les fans. Et au-delà de ça aussi, on va pas vous refaire, comme je disais tout à l'heure, on va pas vous refaire la page Wikipédia, mais il a eu quelques années où il aurait pu être titré, comme l'année 2006, où c'est une des années de mémoire, il y a 5 points d'écart à la fin du championnat. C'est une année où il a juste joué de malchance en fait, parce que il lui est arrivé connerie sur connerie jusqu'à la fin de la saison, mais c'était toujours au coude à coude avec Hayden et Stoner. Et c'est la saison où à Valence, Rossi tombe à la fin de la course, et où Hayden est sacré, et qu'Hayden comprend pas du tout ce qui se passe et qui se demande comment ça il est sacré. C'est des images de cette année-là. Je sais pas pour toi Cyril, mais l'image d'Hayden en folie sur sa moto, c'est une qui m'a le plus marqué, je pense, dans les bagarres de Rossi. Pour la suite de sa carrière, à partir de 2011, c'est un peu la descente aux enfers, puisque c'est les années où il a signé chez Ducati, pire idée du siècle, on va pas se mentir. Il finira par retourner chez Yamaha en 2013, où il va renouer avec la victoire, alors que son dernier succès, ça datait de la Malaisie en 2010. Et ensuite, à partir de cette année-là, sa carrière se déroule, et on le retrouvera en 2021 pour cette dernière année chez Petronas, puisqu'il laisse sa place chez Yamaha officiel à Fabio Quartararo, il a plutôt bien fait vu ce qu'en a fait Fabio, mais lui il termine 18e, donc on peut avoir toujours le débat de on peut avoir le débat de est-ce qu'il aurait pas pris sa retraite trop tard. Moi, s'il pouvait encore rouler, je le regarderais encore rouler, même s'il était à la fin du peloton, mais bon. Et donc, il serait en queue de peloton. Hein. Ouais, c'est clair. Et du coup, le 5 août 2021, il annonce sa retraite après 21 années de bons et loyaux services en catégorie reine, en brisant le cœur de tous ses fans, je pense, moi la première. Mais il est pas parti. Tous les fans de Marquez étaient contents, par contre. Ouais, c'est clair, mais bon, ils l'ont payé d'être un peu trop contents, j'ai envie de te dire. Mais il est pas parti en laissant rien derrière lui, parce qu'il est parti avec un sacré héritage au sein du paddock, parce qu'il a créé l'académie Valentino Rossi 46, donc ce qu'on appelle communément la VR 46. C'est une écurie qu'il a fondée en 2014 qui s'appelait Sky Racing Team VR 46. Maintenant, c'est affilié à Monet.
qu'on voit partout dans le paddock. Et c'était une écurie italienne engagée entre 2014 et 2020 en Moto3, Moto2 et en Moto2 en 2017 et en 2021 en MotoGP. Et c'est une écurie qui est dirigée par Pablo Nieto, dans lesquelles en MotoGP on peut retrouver le rookie de l'année 2022 qui n'est autre que Bezzecchi et le frère de Valentino Rossi, Luca Marini. Et aujourd'hui, Valentino Rossi a pas décidé d'arrêter sa carrière de sportif puisqu'il roule dans des compétitions de voitures en GT3 dans le programme Endurance. Je vous laisse aller regarder ce que c'est et aller voir des gens qui connaissent cette catégorie bien mieux que moi. Mais j'en profite pour remercier Lilian qui a passé du temps à m'expliquer ce que c'était cette catégorie pour que je puisse continuer à regarder Rossi rouler. Donc voilà, donc il roule en GT3, un truc qui s'appelle Intercontinental GT. Vous aurez le droit de m'insulter si je dis n'importe quoi, mais pour moi c'est ça. Ça a combien de roues? 4? Oui, c'est ça, ça a 4 roues, un moteur, ça roule. Ouais, non, mais surtout, ça fait plaisir. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Il a pas arrêté. Il continue à rouler avec les pilotes de la VR46 sur plein de circuits. On peut encore le voir sur ses réseaux. Il a une moto que moi je trouve incroyable, qui lui permet de réaliser ses sessions d'entraînement, et surtout il a toujours son ranch. Il continue sa petite vie de sportif en restant toujours celui qui pour moi est un des visages du MotoGP, parce que ça fait 2 ans qu'il est parti et ça fait 2 ans que ça fait 1 année, le temps passe pas si vite. Ça fait 1 an que les tribunes sont toujours jaunes et remplies de pilotes, de pilotes qui sont toujours reconnaissants et qui parlent toujours du travail de Rossi, et toujours de fans partout qui parleront de lui et qui parlent de lui et qui portent des t-shirts, des casquettes, tout ce que tu veux à l'effigie. Donc c'est vraiment, pour moi, son arrivée en 2000, c'était le début d'un changement énorme au sein du sport. Et du coup, on en profite parce que de toute façon, cet épisode durerait beaucoup trop longtemps si on prenait le temps de vous décrire la carrière de Rossi. Surtout qu'on l'a déjà fait, donc ça voilà, sert à rien. exactement. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il faudrait qu'on le mette à jour depuis le temps, mais il y a quand même un épisode que vous pouvez retrouver sur C'est qui un Paul qui dure 2 heures, des copains dont Cyril, magnifiquement accompagné de Thomas Morcelino et Michel Turcot. C'est eux qui ont tout fait. Faut un peu vous envoyer des fleurs quand même. Il y avait du taf sur cet épisode, donc vous pouvez vous faire plaisir d'aller écouter ça. Et à côté, nous, on n'est pas égoïste. On fait la pub aux copains aussi. Il y a la boîte à clapper qui a sorti un épisode récemment pendant lequel il parle de Valentino Rossi. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur le pilote, au-delà de tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, vous pouvez vous faire plaisir à aller écouter ces épisodes. Toi, est-ce que tu as des souvenirs, Cyril, de Rossi en 2000 avec son arrivée? Moi, la première image de Rossi que j'ai, c'était dans Stade 2, quand ça devait être en 125 ou en 2,5, je sais plus, mais quand il prend le titre et qu'il a un gros 1 dans le dos, le 1 qui doit faire 80 cm de haut ou quasiment 1 mètre. Et puis après, c'est souvent les images de podium, moi, que je garde, parce que j'aimais bien, moi, toutes les célébrations qu'il faisait, que c'était souvent bien décalé, et c'était drôle, quoi. C'était souvent fun. C'était plutôt cool. Et moi, j'avais beaucoup aimé quand il avait gagné en Argentine et qu'il était monté avec le maillot de Maradona. Je trouve que ça représentait bien l'état d'esprit du gars, c'est-à-dire il a toujours été bien pour savoir quoi faire au bon moment pour être le mec qui est bien vu. Et quand t'as l'Argentine qui refait un GP à domicile, que tu le gagnes et que tu viens avec le maillot de Diego, ça prouve que le gars, il sait comment se mettre le public dans la poche, quoi. Ouais, c'est clair. Après, pour des images plus de pistes, il y en a plein, hein, parce que c'est quand même... mais bon, Catalogne... Kevin et Yvan en ont parlé, la Catalogne 2009, le duel avec Lorenzo, c'est des très belles pages. Après, il y en a d'autres qui écrivent des belles aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Après, ce que je disais, Rossi, c'est vraiment c'est celui qui a la carrière la plus longue aussi, et comme tu disais, c'est pour moi celui quand il remportait qui avait les célébrations les plus. Enfin,
y en a d'autres qui ont essayé. Enfin, Lorenzo, Marquez, tout ça, ils avaient leur petite célébration à eux. Mais bon, Lorenzo, quand il le fait, il risque de se noyer dans un lac. Donc, mais ouais, Rossi, moi, il aurait sorti la bouée, quoi. Lorenzo, bon, bah, voilà, quoi. Mais moi, j'ai battu quand tu parles coup, de... Ouais, non, c'est clair. Il avait le melon, c'est pour ça, il a sombré vers le fond. Mais, je suis pas gentille. Mais Rossi, ouais, moi, j'ai souvenir, quand tu parles des célébrations, de cette célébration où, il s'arrête, il descend de sa moto pour aller dans un chiotte de chantier. Ouais. Ça n'a aucun sens, tu vois. Pour les commissaires, mais c'est marrant, quoi. Mais c'est ça, ou alors quand il prend son pote sur la moto avec son poulet et que tu connais l'histoire derrière l'histoire d'Osvaldo avec les poulets. Enfin, c'est vraiment le mec qui est capable d'inventer un commerce de poulets italien et de faire croire ça aux médias juste pour une célébration de Grand Prix. Enfin, je trouve ça fou. Et même après, comme tu disais, en piste, enfin. Moi, pour m'être refait, je pense que tout le monde a bien compris que j'étais une fan inconditionnelle de Rossi depuis le début, mais quand il gagne en 2009, c'est ça, en Catalogne face à Lorenzo, ou tu vois en 2008 aux États-Unis, enfin. Pour moi, c'est vraiment le mec, ses dépassements face à Stoner, tout ce qu'il a fait durant sa carrière, et même les duels avec Marquez. Enfin, pour moi, c'est, même si, enfin, tu vois, en l'occurrence, je repense à 2015 parce que c'est celui qui est le plus marquant dans cette dualité entre eux, mais c'est pour moi le seul qui a tous ces trucs où si tu demandes à quelqu'un qui connaît la moto, qui l'aime ou pas Rossi, il serait capable de dire ce truc-là m'a marqué chez lui, tu vois. Enfin, il n'y a pas de réelle explication à l'extraterrestre que peut être ce pilote, et il y en a très peu. Enfin, on a des Rossi, Stoner, Marquez, il y en a pas 10 comme eux, quoi. Donc 2000, c'était vraiment une bonne cuvée pour les rookies pour moi. Tu vois. Ah bah oui, quand même. Quand même, du côté de l'Italie, ils ont amené les meilleurs. Ouais, on va pas se mentir. De toute façon, Italie, Espagne, ils sont bien lotis, quoi. Ouais. Bon, on termine ce premier épisode consacré au rookie de l'année depuis 2000. Donc, on va essayer de revenir régulièrement pour parler des prochains rookies. Ouais, mais l'année 2001, c'est l'année de Olivier Jacques à Nakano. Donc, il y a quelques petits trucs à dire quand même. Des petites choses à dire quand même. Ouais. C'est pas souvent qu'on a des pilotes MotoGP des pilotes français en MotoGP. Donc, ou en 500, à l'époque c'était 500. Mais ouais, c'était. Je pense qu'il y aura un petit peu à dire. Notamment sur Tech 3. En effet, ouais, il y en a des choses à dire. Donc on se retrouve si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas déjà à nous faire des retours parce que c'est un nouveau format et que c'est du taf, mais que c'est plutôt cool à faire. Donc s'il y a 23 épisodes à faire, on espère que ça va vous plaire. Et en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, Twitter, Facebook. On vous le rappelle, le Twitter c'est qui en pôle, la page Facebook pareil. Et vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de streaming, dont Spotify. Donc voilà, on vous retrouve très vite et merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode du format Rookie of the Years. Ouais. On va préparer la saison 2023 du coup, c'est ça ? Ouais, on a ça à faire. Parce qu'à l'heure où on enregistre, la saison repart dans 3 semaines. Moins d'un mois. Ouais. Donc il y a du taf et il y en a des choses à dire aussi. Parce que je pense que les rookies, il n'y en aura pas beaucoup puisqu'il n'y en a qu'un. Ouais. Mais pour la saison, il y en a des choses à dire. Ouais. Bon. Merci beaucoup Cyril. Merci à toi et puis on se dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt, ciao.